Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire l'étude des fonctions sinus et cosinus. Nous allons en particulier essayer de déterminer leur tableau de variation. On commence par la fonction sinus, donc nous allons commencer par parler de périodicité, c'est-à-dire que la fonction sinus est une fonction qui est périodique et nous allons préciser un peu tout ça. Donc la première propriété nous dit que la fonction sinus est 2π périodique, c'est-à-dire que pour tout réel x, sinus de x plus 2π égale sinus x. Alors pour s'en rendre compte, il suffit de tracer un cercle trigonométrique. Puis nous voyons qu'effectivement, si nous plaçons un point M sur le cercle associé à un angle X, si on place le point associé au nombre X plus 2π, eh bien nous serons situés au même endroit, et donc le sinus n'aura pas changé, ce sera le même. Et donc une conséquence de tout ça, c'est que pour étudier la fonction sinus, eh bien, il va suffire d'étudier la fonction sur une seule période, par exemple sur l'intervalle moins pi, ou bien sur l'intervalle 0, 2π, peu importe, en tout cas un intervalle de longueur 2π. Nous allons ensuite étudier la parité de la fonction sinus, et la propriété 2 nous dit que la fonction sinus est une fonction qui est impaire, c'est-à-dire que pour tout réel x, sinus de moins x égale moins sinus de x. Alors pour comprendre cela, on peut tracer donc le cercle trigonométrique. Si nous plaçons un point M qui correspond à un angle x, et si nous plaçons le point M' qui correspond à un angle moins x, alors l'angle moins x va être ici, le point M' est le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses, donc là nous avons moins x, et bien nous constatons que le sinus de x, qui peut être représenté ici, et le sinus de moins x, qui peut être représenté ici, et bien sont des nombres opposés, d'où la relation sinus de moins x égale moins sinus de x. Alors plus généralement, on dira qu'une fonction f est impaire si pour tout réel x, f de moins x égale moins f de x. Et donc une chose à retenir, c'est que la représentation graphique d'une fonction impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine grand O du repère. Et donc pour étudier la fonction sinus, nous avions dit que par périodicité, on pouvait l'étudier sur moins pi, et comme elle est impaire, eh bien on peut encore couper l'intervalle en deux, on peut restreindre notre étude à l'intervalle 0π. Troisième point que nous allons aborder sur la fonction sinus, nous allons parler de sa dérivabilité et de sa dérivée. Mais avant ça, nous allons parler de limites, et nous allons donner deux croissances comparées, deux formes indéterminées qu'il va falloir connaître en lien avec la fonction sinus et la fonction cosinus. Alors le lemme nous dit que la limite quand h tend vers 0 de sinus de h sur h est égale à 1, et la limite quand h tend vers 0 de cosinus de h moins 1 sur h vaut 0. Alors on admet ces deux limites, on pourrait faire la démonstration, mais nous allons les admettre. Et donc autrement dit, la fonction sinus, elle est dérivable en 0, c'est ce que dit la première limite qui est ici. Et la dérivée de sinus en 0, c'est 1, puisque sinus de h sur h, on peut l'écrire comme étant sinus de h moins sinus de 0 qui vaut 0, divisé par h. Et ce nombre-là étant le taux d'accroissement de la fonction sinus entre 0 et h. Et la propriété nous dit que ce taux d'accroissement tend vers 1 quand h tend vers 0, ce qui veut bien dire que la dérivée de sinus en 0 vaut 1. On peut donc à présent énoncer la propriété suivante, c'est que la fonction sinus, eh bien, c'est une fonction qui est dérivable sur grand R. Et pour tout réel x appartenant à grand R, donc la dérivée de sinus, eh bien, c'est cosinus. Alors, nous allons démontrer cette propriété. Pour cela, donc, on va se donner un nombre réel a quelconque, et nous allons faire le taux d'accroissement entre a et a plus h de la fonction sinus. Donc on va se donner aussi un nombre h non nul. Alors le taux d'accroissement, on sait que c'est sinus de a plus h moins sinus de a divisé par h. Alors nous allons tout d'abord calculer l'expression sinus de a plus h à l'aide d'une formule de trigonométrie. Nous savons que c'est sinus de a cosinus de h plus cosinus de a sinus de h. Donc le tout moins sinus de a. Le tout aussi étant divisé par h. À partir de là, nous allons regrouper les deux termes qui contiennent du sinus de a ensemble. Donc nous allons factoriser ces deux termes par sinus de a. Donc on peut dire que le taux d'accroissement est égal à sinus de a facteur de... Donc ici il y avait cosinus de h, moins, et ici il va rester 1. Et donc plus cos de a, sinus de h. Le tout étant divisé par h. Et donc à partir de là, nous allons casser la fraction de façon à faire apparaître les deux formes indéterminées dont nous avons parlé dans le lemme précédent. Donc ici nous avons sinus de a facteur de cosinus de h moins 1 sur h plus cosinus de a facteur de donc sinus de h
divisé par h. Et donc nous avons dit que le terme cosinus de h moins 1 sur h va tendre vers 0 quand h tend vers 0, et le terme sinus de h sur h va tendre vers 1 quand h tend vers 0. Et donc nous pouvons dire que la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, c'est-à-dire de sinus de a plus h moins sinus de a sur h, eh bien elle sera égale, alors le premier terme sinus de a fois 0, donc 0, cosinus de a fois 1, c'est cosinus de a, et donc ce qui montre que le taux d'accroissement, la limite du taux d'accroissement en a de la fonction sinus, c'est cosinus de a, donc la fonction sinus est dérivable en a, et son nombre dérivé en a est cos de a, donc plus globalement, la fonction sinus est dérivable sur grand R, et sa dérivée, c'est la fonction cosinus. Donc pour finir l'étude de la fonction sinus, nous pouvons maintenant donner son tableau de variation. Alors, nous avons étudié la fonction sinus sur l'intervalle moins pi, pi. Par périodicité, il suffirait de prolonger cette fonction-là en copiant tout ce qui se passe sur l'intervalle moins pi, pi, de proche en proche. Et donc, tout d'abord, le signe de la dérivée, donc nous avons vu que la dérivée de sinus est cosinus. Alors, le cosinus, nous savons que, alors si on trace un cercle trigonométrique, au départ, quand x part de 0 et que l'on va jusqu'à pi sur 2, eh bien, nous savons que le cosinus est positif. Cosinus étant l'abscisse ici. Ensuite, lorsqu'on va de pi sur 2 jusqu'à pi, eh bien, le cosinus devient négatif. Donc nous avons ici, entre 0 et pi sur 2, une dérivée qui est positive, puis qui est négative. Donc la fonction sinus sera croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, puis décroissante sur l'intervalle pi sur 2 pi. Et donc nous avions dit que la fonction sinus est une fonction paire, donc, impaire, donc nous pouvons par symétrie compléter l'autre partie du tableau. Donc ici nous avons aussi plus et ici moins. Et donc nous avons ici une fonction sinus qui est tout d'abord décroissante sur moins pi sur 2, puis croissante de moins pi sur 2 à 0. Et donc nous avons ici la représentation graphique de la fonction sinus, et effectivement, nous constatons qu'il y a une symétrie par rapport à l'origine du repère, une symétrie centrale. Et donc, comme je disais, par périodicité, une fois qu'on a l'étude de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi, pi, il suffit de la prolonger pour avoir l'étude sur grand R tout entier. Nous allons à présent étudier la fonction cosinus. Alors nous allons suivre le même plan d'étude que pour la fonction sinus. On commence tout d'abord par parler de périodicité. Donc la première propriété dit que la fonction cosinus est 2π périodique, c'est-à-dire que pour tout réel x, cosinus de x plus 2π, c'est égal à cosinus de x. L'argument est le même que pour la fonction sinus. Quand vous faites un tour sur le cercle trigonométrique, vous revenez au même endroit. Donc l'abscisse du point n'a pas changé. Donc le cosinus est le même. Donc une remarque, c'est que pour étudier la fonction cosinus, eh bien, il va suffire de l'étudier sur une période, donc par exemple l'intervalle moins pi, pi. Nous allons parler ensuite de la parité de la fonction cosinus. Alors la fonction cosinus est ce qu'on appelle une fonction paire, c'est-à-dire que pour tout réel x, cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Pour le comprendre, c'est comme pour la fonction sinus, nous pouvons tracer par exemple un point M qui correspond à un angle de x. Donc si nous traçons le point correspondant à l'angle moins x, donc ici, qu'on l'appelle M', alors M' est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, donc nous voyons que le cosinus n'a pas changé. Pardon, le cosinus est en abscisse, oui, donc il n'a pas changé. Et donc plus généralement, on dira qu'une fonction f est paire si pour tout réel x, f de moins x est égal à f de x. Et dans ce cas-là, la représentation graphique d'une fonction paire, elle sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, puisque nous étudions la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi, on peut même couper encore en deux et restreindre notre étude à l'intervalle 0 pi. Nous allons parler à présent de la dérivabilité de la fonction cosinus. Eh bien, la fonction cosinus est dérivable sur grand R, tout comme la fonction sinus. Et la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus. Alors, nous allons démontrer cette proposition. Alors, nous n'allons pas revenir à la définition avec le taux d'accroissement, comme nous l'avons fait avec la fonction sinus. Nous allons plutôt utiliser une formule de Trigo qui va nous permettre justement de nous ramener à la fonction sinus. Alors tout d'abord, on va rappeler une petite formule. Pour tout x appartenant à grand R, nous savons que cosinus de x, eh bien, c'est sinus de x plus pi sur 2. Alors cette relation montre que la fonction cosinus est bien dérivable sur grand R, puisque c'est la composée de la fonction affine qui a x associé x plus pi sur 2, et de la fonction sinus qui elle-même est dérivable sur grand R. Et donc pour calculer la dérivée de cosinus, nous allons utiliser une formule de dérivation de fonctions composées. Plus précisément, si on a une fonction g qui s'écrit comme f
de ax plus b, eh bien nous savons que la dérivée de g, eh bien c'est a fois f' de ax plus b. Alors nous allons appliquer cette propriété à la fonction f qui est la fonction sinus. Le nombre a, c'est ce qu'il y a devant x, c'est-à-dire 1. Le nombre b, c'est pi sur 2. Donc nous pouvons dire que pour tout réel x, eh bien, la dérivée de cosinus, c'est 1 fois la dérivée de sinus, donc sinus prime, fois x plus pi sur 2. Alors la dérivée de sinus, nous avons vu que c'était cosinus. Donc ici, on peut écrire cos de x plus pi sur 2. Et là, nous allons appliquer une autre formule de trigonométrie. Nous savons que cos de x plus pi sur 2, eh bien, c'est tout simplement moins sinus de x, qui démontre que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Alors, pour finir l'étude de cette fonction, nous pouvons maintenant représenter la fonction cosinus et son tableau de variation. Alors, tout d'abord, la dérivée de cosinus, nous savons que c'est moins sinus. Donc, pour étudier le signe de la dérivée de la fonction cosinus, eh bien, par exemple, on peut faire un cercle trigonométrique. Nous avions dit qu'on pouvait restreindre l'étude à l'intervalle 0π, alors nous allons partir de 0. Donc si on part d'ici au départ, le sinus est un nombre positif jusqu'à x égale pi. Autrement dit, moins sinus sera un nombre négatif entre 0 et pi. Voilà, donc par symétrie, nous allons mettre ici un signe plus entre moins pi et 0 pour le signe de la dérivée de cosinus. Et donc nous voyons que la fonction cosinus est croissante sur l'intervalle moins pi 0, et décroissante sur l'intervalle 0π. Et donc, même remarque pour la fonction sinus. Ici, nous avons la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi. Pour l'avoir sur grand R, il suffirait de prolonger ou de répéter par périodicité eh bien, l'étude que nous avons faite sur l'intervalle moins pi. Alors, nous allons faire un exemple d'application de l'étude de la fonction cosinus. Alors, on considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale cosinus de 2x moins 1/2. Donc première question, on nous demande d'étudier la parité de la fonction f. Alors pour cela, nous allons dire que pour tout réel x, eh bien, f de moins x est égal. Alors si on remplace tous les x par des moins x, nous avons cosinus de 2 fois moins x moins 1/2. Autrement dit, c'est cosinus de moins 2x moins 1/2. Et donc, puisque nous savons que la fonction cosinus est une fonction paire, cosinus de moins quelque chose, c'est cosinus de plus quelque chose. Donc ici, nous pouvons dire que c'est cos de 2x moins 1/2. Et nous trouvons f de x. Donc, puisque f de moins x égale f de x pour tout réel x, eh bien, nous avons démontré que la fonction f, c'est une fonction paire. Dans la question 2, on nous demande de démontrer que f est périodique de période pi. Alors, nous allons dire que pour tout réel x, lorsqu'on calcule f de x plus pi, eh bien, nous avons cosinus de 2 entre parenthèses x plus pi moins 1/2. Nous avons remplacé tous les x par des x plus pi. Alors en développant à l'intérieur du cosinus, nous avons cos de 2x plus 2pi moins 1/2. Alors nous savons que la fonction cosinus est une fonction 2pi périodique, donc cosinus de 2x plus 2pi, c'est tout simplement cosinus de 2x moins 1/2. Et donc nous retrouvons ici f de x, qui veut dire que la fonction f est une fonction périodique et qu'une période, c'est pi. Pour finir, nous allons étudier les variations de la fonction f. Alors tout d'abord, nous constatons qu'il y a une composée. Nous avons cosinus de 2x à l'intérieur, enfin dans l'expression de la fonction f. Et donc pour dériver f, nous allons dire que tout x appartenant à grand R, f' de x. Alors nous avons rappelé la formule tout à l'heure, nous allons prendre ici 2 fois la dérivée de cosinus de 2x, donc moins 0 qui est la dérivée de 1/2. Autrement dit, on obtient 2 fois moins sinus de 2x, c'est-à-dire moins 2 sinus de 2x. Alors pour faire le tableau de variation de la fonction f, on va utiliser les deux premières questions afin de restreindre un peu l'étude. Tout d'abord, nous avons vu dans la question 2 que la fonction f est périodique de période pi, donc on peut restreindre l'étude à l'intervalle moins pi, pi. Mais nous avons aussi vu dans la question 1 que la fonction f est une fonction paire, donc on peut encore couper en deux cet intervalle et étudier uniquement la fonction sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors nous sommes ramenés à étudier donc, le signe de la dérivée sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc la dérivée c'est moins 2 sinus de 2x. Alors tout d'abord nous allons dire que si x est compris entre 0 et pi sur 2,
eh bien nous pouvons dire que 2x sera compris entre 2 fois 0, donc 0, et 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi. Et donc dans ce cas-là, le sinus de 2x eh bien, sera toujours positif, puisqu'on voit que si un nombre est compris entre 0 et 2pi, eh bien, le sinus sera toujours au-dessus de 0. Et donc nous pouvons donner le tableau de variation de la fonction f. Donc tout d'abord le signe de la dérivée, f' de x. Donc nous avons dit que sur l'intervalle 0, pi sur 2, la fonction sinus de 2x sera positive, donc moins 2 fois cette fonction-là, ce sera négatif. Et donc la fonction f sera décroissante sur l'intervalle 0, pi sur 2. Alors f de 0, c'est cosinus de 2 fois 0, donc cos de 0, 1, moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. F de pi sur 2, c'est cosinus de 2 fois pi sur 2, donc cosinus de pi, moins 1, moins 1 demi, donc moins 3 demi. Et donc nous avons le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0, pi sur 2. Et donc on peut en déduire le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins pi sur 2, par symétrie, puisque la fonction f est une fonction qui est paire. Nous pouvons dire que tout d'abord la fonction f sera croissante, puis décroissante. Et ici nous avons 0, donc nous avons moins 3 demi, 1 demi en haut et 3 demi ici.